Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver sur ce nouveau temps du festival Maintenant pour cet après-midi de rencontres et de conférences intitulée Ambivalence qu'on a le plaisir de co-organiser avec nos homologues et amis de Nantes, festival Scopiton, avec Martin Lambert qui est avec moi aujourd'hui. Et puis Interstice à Caen avec Luc Brou qui est aussi à mes côtés aujourd'hui. Je vais les laisser présenter un peu ce temps de rencontres et de conférences. Juste un petit mot pour remercier très chaleureusement l'Université de Rennes 2 qui nous accueille ici au Tambour et puis le service Créa qui met en place tous ces moyens techniques pour qu'on soit aussi présent en ligne. Voilà, un grand merci à eux et une très bonne après-midi à vous. Bonjour, donc Ambivalence, c'est un cycle de rencontres, de conférences, de tables rondes qu'on a initié à 3 structures. Entre Caen, Rennes et Nantes. On a démarré il y a 1 an exactement ici sur le premier cycle consacré aux mutations environnementales. La réflexion de départ, c'est la question des mutations liées au numérique et comment on pouvait mettre en place un travail de réflexion et de rencontre dans la durée et pas simplement sur un rendez-vous ponctuel. Donc on a décidé d'entrée de jeu de travailler sur 3 saisons. Donc un premier rendez-vous à Rennes il y a 1 an également. 1 an à Rennes. Ensuite, nous étions à Caen au printemps, dans le cadre du festival Interstice. Et puis récemment, au festival Stéréolux à Nantes en septembre. Et donc, on va poursuivre le travail cette année. Au festival Scopiton. Oui, tout à fait. L'idée, comme tu l'as dit, Luc, c'était de poser une réflexion aussi à 3 structures, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui est très intéressant pour nous de pouvoir partager nos différents points de vue et nos différentes approches. Comme l'a dit Luc, le premier cycle qui portait sur les mutations environnementales s'est terminé il y a quelques semaines à Scopiton. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau cycle qui sera consacré aux mutations du vivant, avec un premier temps aujourd'hui, un second temps sur le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire un second temps au printemps à Caen, et enfin un 3e temps à Nantes en septembre prochain, avant de réenchaîner en octobre 2022 sur un 3e et dernier cycle qui sera consacré aux mutations politiques. Vaste programme vu la période. Et si jamais vous souhaitez revoir les conférences qui ont déjà eu lieu, donc à Rennes il y a 1 an, à Caen, à Nantes il y a quelques semaines, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les pages YouTube des différentes structures impliquées. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer la parole à Pauline. Exactement, Pauline Briand, qui va lancer l'après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est bon comme ça, vous m'entendez ? Je me mets bien parce que le problème de faire 1m55 quand on vous perche sur un tabouret. Bonjour à toutes et tous. En 2020, j'ai contribué à un bestiaire de l'Anthropocène, une proposition de Nicolas Nova et du collectif Disnovation. Cet ouvrage part du constat que notre époque produit une foultitude d'appareillages et de formes de vie à la croisée de différents règnes et de différents genres. Des pastèques cubiques, du fil de fer barbelé, la banane Cavendish, des pylônes en forme d'arbre, des pigeons blogueurs et la fordite, ce néominéral formé par l'accumulation de couches successives de peinture dans les usines Ford. Le bestiaire propose une sélection de ce que serait un hybride à l'ère de l'Anthropocène. Un peu bougonne, un peu de mauvaise foi, je trouvais cette sélection trop foutraque et pas assez systématique. Je me disais qu'en l'assemblant, ils avaient succombé au potentiel séduisant du concept d'hybridation. Quand j'ai commencé à rédiger cette introduction, j'ai douté de mon analyse de 2020. Avec les rencontres d'aujourd'hui, nous nous inscrivons au tout début d'un cycle de 3 dates sur les mutations du vivant, après un cycle sur les mutations environnementales et avant d'entrer l'an prochain dans un cycle sur les mutations politiques. Sous cet éclairage, le concept d'hybridation se met à foisonner. Il revêt des formes multiples, tentaculaires. Après ce constat, le regard que je posais sur le bestiaire a changé. Il devient une amorce, une provocation. Son côté iconoclaste se frotte au réflexe que nous avons de chercher une lecture unifiée du monde. En résulte une sensation particulièrement dérangeante, et je réalise aujourd'hui que c'est
C'est à cela que j'ai résisté à l'époque, à ce vertige-là. Le bestiaire est un acte fort et je pense que mon rapport à cet objet va continuer à travailler. Face à ce foisonnement et à ces tensions que l'on peut ressentir quand on est confronté au concept d'hybridation, je souhaiterais maintenant partager avec vous quelques exemples qui, de mon point de vue de journaliste spécialisé en écologie, permettent de faire ressortir certaines dimensions fortes associées à l'hybridation et les interrogations qui y sont afférentes. Des dimensions dont les artistes peuvent s'emparer et auxquelles les chercheurs peuvent se trouver aussi confrontés. Nous les rencontrerons peut-être lors des interventions de la journée ou dans les rendez-vous à venir d'ambivalence. Dans un premier temps, ce foisonnement pourrait sembler paradoxal. Au sein du vivant, l'hybride, à savoir l'individu issu de la reproduction hybride, se révèle fort souvent stérile. Pensez à la mule, par exemple. Le cheval et l'âne n'ont pas le même nombre de chromosomes. Leur petit est donc stérile. Mais cette question de la stérilité se prolonge au-delà de cet aspect quand l'hybridation devient technique. Je pense par exemple aux tomates hybrides et parfaites issues des savoirs agronomiques. Parfaites, oui, pour la génération issue de l'hybridation, mais pas pour ses descendantes. Il s'agit d'une hybridation qui implique de racheter des graines chaque année. En tant que technique, l'hybridation est l'une des clés de l'agriculture moderne. Elle permet une production de masse homogène et surtout contrôlée par l'industrie semencière. Un modèle que les grainetiers ont tenté de prolonger pour les organismes génétiquement modifiés, qui sont capables, eux, de transmettre leur hybridation acquise par génie génétique. Ils ont développé la technologie dite Terminator, une manipulation génétique qui rend ces semences infertiles. Cette technique a été rejetée, mais uniquement pour qu'une interdiction contractuelle de replanter les semences issues des OGM s'y substitue. La technique et le droit stérilisent ici les débordements et les capacités reproductrices du vivant qui dérangent. L'hybridation est un outil auquel on interdit de s'échapper. On en produit une version stérile, productiviste et aseptisée. Pourtant, cette stérilité n'est pas une règle infaillible. Tel que nous sommes ici, notre patrimoine génétique accueille des traces de branches d'hominidés aujourd'hui disparues, des ancêtres qui se seraient croisés au moment de migrations provoquées par les évolutions du climat, les inventions techniques, la croissance des populations, ou par simple envie de savoir ce qui peut bien se passer derrière cette montagne qui barre le paysage. Les recherches récentes laissent aussi penser que nous sommes hybridés par transfert horizontal. L'hypothèse où le transfert de gènes se fait entre deux espèces différentes par un mode non sexué, un virus ou une bactérie par exemple. En 2015, des chercheurs ont identifié dans le génome humain 33 exemples de gènes acquis horizontalement. Le microbiome, qui nous est propre, remet en cause, quant à lui, l'idée même d'individu comme une unité. Par ailleurs, nous portons en nous les traces des milieux où nous vivons. Quand nous nous promenons en forêt, nous absorbons par notre respiration les composés organiques volatiles émis par les arbres. Moins romantique, notre corps contient aujourd'hui des microplastiques ingérés par la nourriture. Enfin, nous sommes appareillés de prothèses, qu'elles soient médicales, esthétiques ou numériques, et je ne me lancerai pas ici sur ce que peut faire le génie génétique, du plus formidable au plus sinistre. L'identité devient un objet hybride, composite et ramifié. Comme le dit Jeff Vandermeer, un auteur de science-fiction qui m'est cher, « This world is full of monsters ». Ce monde est peuplé de monstres. Et si l'on fait l'exception des prothèses, nous partageons ces mécanismes d'hybridation avec les autres vivants. Il me semble que si l'hybridation ressort comme un sujet particulièrement pertinent, c'est aussi que les changements globaux provoquent de nouvelles rencontres entre espèces et en démultiplient les possibilités. On pense au coy wolf, cet hybride du coyote et du loup, apparu en Amérique du Nord et dont on sait maintenant qu'il est interfécond. Il incarne l'hybride qui a conservé sa capacité d'engendrement et qui réussit. Il fait partie de ces vivants qui déstabilisent la notion même d'espèce, qui la rendent floue. Comme le soulignent Nastasia Martin et Baptiste Morisot dans un très beau texte intitulé « Le retour au temps du mythe »,
tant les approches naturalistes qu'animistes ont du mal à appréhender le coy wolf, qui par ses habitudes, son anatomie, son aire de répartition, se loge quelque part entre ses ancêtres. Le fait que notre canidé, plus puissant que le coyote et moins timide que le loup, ne dédaigne pas de faire des incursions dans les banlieues pavillonnaires américaines pour manger les animaux domestiques, n'aide bien entendu pas à la stabilisation de son statut. Le coy wolf, dans son insaisissabilité, il est dur celui-là, est à l'image de notre époque, une époque de mutation où nous ne retrouvons pas les marqueurs qui traditionnellement font que le monde est monde et que chacun est à sa place. Chez les animistes, on parle de temps du mythe, un temps qui appelle à changer le rapport au monde jusqu'au moment où il se stabilisera à nouveau. Certains gestionnaires ont une approche bien plus directe à cette question. Ils préconisent l'abattage des hybrides afin de conserver la pureté des espèces parentes. Une manière de remettre de l'ordre dans le monde qui semble familière, mais aussi assez vaine quand on connaît la fertilité des canidés. Nous butons ici à nouveau sur ces questions d'engendrement, d'identité, d'étrangeté, de pureté, voire de monstruosité. Si les espèces hybrides surgissent avec les changements du climat et l'altération des écosystèmes, c'est aussi l'occupation du monde et les relations entre les vivants qui se révèlent être profondément bouleversés par les changements globaux. Les liens se recombinent, les relations se nouent et se détricotent, certains vivants prospèrent et d'autres disparaissent à une rapidité importante. Face à un monde dont les caractéristiques hybrides s'exacerbent et où nous sommes plus sensibles à leurs manifestations, pour faire sens, nous partons à la recherche de pratiques et de narrations qui elles-mêmes s'hybrident. C'est la suggestion faite par Nastasia Martin et Baptiste Morisot. Mais en termes de réalisation, le travail d'Anat Singh est à mon avis parmi ceux qui répondent le mieux à ce besoin. Elle a écrit Le champignon de la fin du monde, qui est un travail anthropologique autour du matsutake. Un champignon dont elle décrit les tribulations planétaires, des forêts dégradées d'Amérique du Nord, de Chine et de Russie, où il est récolté par des populations vivant à la marge, à leur absorption dans une chaîne capitaliste qui les verra calibrés, évalués, normalisés, jusqu'à son arrivée au Japon, où en tant que mets de luxe, il se transforme souvent en cadeau. C'est une enquête anthropologique, mais elle partage aussi une expérience personnelle et sensorielle. Le livre explore l'art de la mise en récit d'un monde complexe et intriqué. Après la sortie de son livre, l'autrice s'est dite effarée quand de nombreux lecteurs sont venus la voir pour lui dire qu'il leur donnait de l'espoir. Je pense qu'elle avait sous-estimé l'attrait de sa proposition narrative, qui réinsuffle de la vitalité et désigne de possibles échappées, mais aussi indique un sens dans un monde que le sous-titre décrit comme en ruine de par le capitalisme. Ce sillon, elle l'approfondit avec le projet collectif d'Atlas Féral, qui propose une cartographie de l'Anthropocène plus qu'humain, A More Than Human Anthropocene. Avec ses récits multiples qui montrent comment des non-humains se lovent et prospèrent dans des infrastructures humaines, nous réalisons combien nos histoires sont en réalité entremêlées et combien le récit anthropocentré est construit. Ces histoires d'hybridation de nos vies par d'autres radicalement différentes, qui nous échappent par leur agentivité et leur plasticité, sont incarnées par le champignon, mais aussi des moustiques, des méduses, des lapins, des élantes. Ce sont aussi des récits de ruines, de maladies, d'extinction et de pollution. Dans leur versatilité, ils semblent fidèles à cette époque monstre, une époque qui nous échappe et où tout est altéré, mais aussi traversée de vitalité fulgurante, même si elles ne nous sont pas toujours aimables. Ce monde traversé de changements globaux, dont on a pu avoir l'impression qu'il était dominé par les spécialistes et les experts et qu'il pourrait être décrit et compris par des modes de pensée en silo, ce monde avec ses troubles, ses dérangements, sa grande complexité, appelle également une hybridation des pratiques
pour pouvoir être appréhendées. On le voit quand les permaculteurs travaillent avec les ingénieurs agronomes et quand les experts du climat associent les lapons à leurs études. On le voit aussi dans la manière dont les artistes font appel aux technologies et à la recherche. Je pense par exemple à Spring Odyssey d'Élise Morin qui était présente à Nantes. Ce travail est une exploration des effets de la radioactivité sur la faune et la flore de la forêt rouge, l'endroit le plus contaminé du périmètre interdit de Tchernobyl. Pour la mener, Élise Morin a travaillé à la croisée des sciences, des arts, de la technologie et de la philosophie. Au passage, elle a enrôlé des biologistes, des spécialistes de la NASA, de la réalité virtuelle et un plan de tabac. Parce que oui, l'hybridation des pratiques peut aussi se faire au-delà des espèces. Ces hybridations sont une autre manière de rendre tangibles les mutations dont nous sommes témoins. Mais je pense que Camille Prunet vous parlera probablement plus avant de cet aspect-là. Pour finir, nous sommes dans une époque qui bouscule profondément la notion de pureté, ce qui explique les crispations que l'on peut constater, des politiques de conservation des espèces à certains discours électoraux. C'est là que, pour moi, le concept d'hybridation est particulièrement intéressant. Les hybridations des corps, des relations, des écosystèmes, des récits, des pratiques, pour l'inconfort qu'elles provoquent, nous éloignent de toute vision fixiste, inadaptée face aux rapides changements environnementaux, techniques, culturels et économiques. Elle rend meuble notre rapport au monde et au vivant. L'hybridation, quand elle porte sa capacité d'engendrement, est irrégulée. Elle est imprévisible, avec ses tentatives, ses faux départs, ses échecs et ses réussites. Elle est régulièrement destructrice, mais elle est forte de ses potentialités qui s'inscrivent comme autant de lignes de vie dans un monde qui nous échappe. Je vous invite maintenant à découvrir la manière dont nos 6 intervenants appréhendent la question des hybridations. Nous verrons dans quelle mesure elles divergent et se recoupent. Merci.